le Sénégal nous offre l'occasion et l'opportunité unique de revenir sur les valeurs de civilisation qui ont scellé depuis la nuit des temps le destin de l'homme sur le sol africain. L'Afrique, dans l'état actuel de nos connaissances, n'est pas seulement le berceau de toute l'humanité, elle est également le berceau de la civilisation, et je dirais qu'elle est, à ce titre, à ce double titre, le concentré de toutes les espérances de l'humanité. En d'autres termes, l'Afrique a été, l'Afrique est et l'Afrique sera. L'Afrique a été en ce sens que, depuis 7 millions d'années, date de l'émergence du spécimen Toumaï, jusqu'à 200 000 ans, date de l'émergence du premier homme anatomiquement moderne. Et vous voyez, à l'échelle du temps, combien les phénomènes cycliques que vous appelez la traite négrière, la colonisation, etc., ne sont que des parenthèses et des accidents face à une histoire multimillénaire. Je voudrais donc, à ce titre, souligner que la notion de renaissance a existé avant le XVIe siècle européen, dans une langue qui se donne aujourd'hui comme africaine, c'est-à-dire génétiquement apparentée à toutes les autres langues parlées par des Noirs en Afrique noire, à savoir l'égyptien pharaonique. Lorsqu'on dit Ouhem Messout ou Wehem Messout, on veut dire par là le renouvellement des naissances. Parce que toute civilisation, comme tout être humain au demeurant, est soumis à ce que j'appellerais un cycle ternaire. Il y a d'abord la naissance proprement dite. Ensuite, il y a l'épuisement des capacités vitales. Et il y a ensuite le sursaut collectif qui nous est donné d'appeler la renaissance, ou plus si vous voulez la résurrection. Donc il est question essentiellement ici de réveil. Et quand on parle de Ouhem Messout, j'ai entendu une métaphore tout à l'heure sur les découvreurs de civilisation. Le gros paradoxe, c'est que les découvreurs découvrent eux-mêmes que ce qu'ils ont découvert existait des millénaires avant leur naissance. Donc qui découvre qui? On ne peut pas considérer la version occidentale de l'histoire comme irréversible. Vous savez que dans les différentes écoles occidentales elles-mêmes, il y a, pour ainsi dire, une remise en cause du paradigme sur lequel nous fonctionnons aujourd'hui. Donc, pour nous, le fameux événement qui aura lieu en décembre devra se pencher sur le destin du continent africain dans le monde qui se construit. Est-ce que le continent africain sera une fois de plus l'éternel pourvoyeur de matières premières, le continent assisté, le continent sinistré, qu'on se plaît à nous présenter tout le temps? Lorsque nous parlons du continent africain, nous parlons en fait du véritable socle sur lequel s'est édifié l'humanisme. Un éminent égyptologue français, François Domas, disait qu'il n'aurait jamais existé des humanités gréco-latines sans les études que Platon, Eudoxe, Archimède, Pythagore et tous ceux qu'on nous a cités ici ont entrepris sur les bords du Nil. Lorsqu'on veut dire que l'Afrique a découvert l'Occident au XVIe siècle, c'est une entorse à la vérité historique. Et nous savons que les Occidentaux eux-mêmes, ceux qui savent s'instruire aux sources des humanités, ne peuvent pas faire cette affirmation. Donc notre défi, ce n'est pas de prouver à l'Occident que nous aussi, nous sommes civilisés, c'est le aussi qui est de trop. Et qui dénote une attitude pathologique d'infériorité congénitale. Lorsque nous parlons non pas du point de vue d'un complexe d'infériorité,
ou d'un complexe de supériorité. Nous souhaitons réinventer le complexe d'égalité. Et c'est là où le nom de Cheikh Anta Diop prend toute sa résonance. Lorsque nous parlons de renaissance africaine en Afrique, on ne peut pas oublier une date cruciale, 1948. Dans une revue qui est aujourd'hui qui appartient à l'histoire et aux antiquités, le musée vivant en l'occurrence, Cheikh Anta Diop a produit un article intitulé « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?» Il ne nous a pas échappé que depuis, certains se sont efforcés de s'approprier ce concept parce qu'ils en mesuraient manifestement l'importance et le caractère extrêmement prospectif. Mais, dans le cas qui est le nôtre, je vais oser 3 propositions. Et je vais conclure sur ça. Donc, retenez bien que les Occidentaux, à partir de la Renaissance italienne, nous sommes à une époque où, en fait, l'Afrique avait déjà perdu l'initiative historique. Vous savez très bien, on a parlé du monde arabe, qui est une civilisation éminemment riche et féconde. Mais les Arabes, lorsqu'ils entrent en Espagne en 711, dans leur armée, il y avait beaucoup de Noirs qu'on appelle des morts. Et ils ne sont pas entrés en venant directement de la péninsule arabique. Ils ont fait une sorte de passage de transit vers l'Égypte. Donc, nous savons qu'en 639, la conquête démarre de l'Égypte. En 640, elle est achevée pour l'essentiel. C'est donc, et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, c'est donc le legs technologique des civilisations de la vallée du Nil, notamment les civilisations de la vallée du Nil égypto-nubienne, qui ont fécondé la civilisation arabe elle-même et qui ont permis aux Arabes, lorsqu'ils entrent en 711, ils sortent en 1492, vous voyez le nombre de siècles, ils ont marqué durablement l'Europe. Il est remarquable que l'Occident s'efforce de camoufler aussi cette dimension de son identité. Vous voyez? Donc l'Afrique noire n'a pas vocation à être le seul continent, la seule partie du monde à se dissoudre toujours dans des identités artificielles et à faire abstraction de ces valeurs de civilisation, c'est-à-dire, comme l'a dit le doyen Doumbé Fakoli, sa langue qui est le véhicule, le réceptacle et le concentré de sa vision du monde, sa spiritualité qui est millénaire, c'est-à-dire elle a précédé les religions dites révélées, n'est-ce pas? J'ai entendu tout à l'heure Amin. Les chrétiens auraient dit Amon, d'autres auraient dit un autre terme. Mais le dernier mot vient toujours à l'Égypte. Parce que je ne connais pas d'étymologie sémitique du mot Amon. Je connais des étymologies populaires. Mais le nom de Dieu, Amon, le nom Amen, tout ça, c'est une bénédiction que Dieu porte sur l'homme. Donc, en conclusion, le président Wade a une occasion unique de donner à l'Afrique le sens de ses propres responsabilités, afin qu'elle arrête de faire dépendre son sort de ce qu'on appelle les amis de l'Afrique, parce qu'on dit souvent qu'un ami reste un ami aussi longtemps que tu es capable de te prendre en charge. Donc il y a beaucoup de négrophiles qui parlent au nom de l'Afrique, et je citerai donc Amadou Hampâté-Bâ lorsqu'il disait quelque part que quand la chèvre est présente, il est indécent de bêler à sa place. Je pense que les Africains ne sont pas morts, on n'a pas à leur assigner un destin. Ils sont des acteurs de l'histoire qui cherchent également à façonner leur propre destin. Merci. Merci beaucoup Jean-Charles Gomez.